Bonjour amis de l'histoire antique, je vous présente aujourd'hui une vidéo consacrée à 6 historiens grecs antiques dont les œuvres sont perdues ou réduites à l'état de fragments. Alors les historiens grecs nous léguèrent un héritage immense, mais une grande partie de leurs travaux ont été perdus au fil des siècles. Alors nous pouvons d'emblée nous interroger sur les causes de ces pertes, alors qu'il s'agit pour la plupart d'historiens qui étaient déjà très renommés de leur vivant. Alors d'abord, de nombreux manuscrits furent détruits lors de différents conflits. Platon remarquait d'ailleurs déjà à son époque, en faisant parler Solon, donc le réformateur athénien, que l'histoire des Grecs est parfois victime de l'oubli à cause des nombreuses destructions liées aux guerres, alors que les Égyptiens surent eux conserver leur héritage. Ensuite, les catastrophes telles que les incendies, les inondations et les tremblements de terre purent causer de grandes pertes. À savoir que la plupart des manuscrits étaient écrits sur des papyrus importés d'Égypte, donc étaient très fragiles, et beaucoup furent perdus ou endommagés par négligence. Enfin, le coût de la copie pouvait être prohibitif, sachant que la copie de manuscrits représentait un temps long et coûteux, ce qui limitait leur diffusion à quelques cercles. Alors il est évident que la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie à la fin de l'Antiquité représente une perte incommensurable. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'ai réalisée au sujet de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors concernant mes sources, je m'appuie en grande partie sur des pages Wikipédia, dont certaines ont été rédigées par moi-même, et que je me suis efforcé de résumer et de clarifier. Donc tous les liens sont en description. Alors à savoir que les historiens seront présentés dans l'ordre chronologique et que toutes les dates sont avant Jésus-Christ. Alors en première partie, commençons donc par Éphore. Donc ce dernier fut un orateur et un historien de l'époque classique, et donc né vers 400, il était originaire de Cimée ou Cume en Néolide, donc une région à l'ouest de l'Anatolie. Et donc il fut le disciple du rhéteur athénien Isocrate, en compagnie notamment de Théopompe, dont nous parlerons par la suite. Alors Éphore composa vers 340, sous les conseils d'Isocrate, une histoire universelle des Grecs et autres peuples depuis le retour des Héraclides. Alors, Plutarque rapporte qu'Éphore fut accusé de conspiration à l'encontre d'Alexandre le Grand, mais qu'il fut finalement acquitté de cette accusation en se défendant lui-même avec courage devant le roi. Alors si cette anecdote est véridique, elle révèle toute sa force de conviction et ses compétences en rhétorique. Alors pour le reste, peu d'informations sur la vie d'Éphore subsistent, même s'il paraît avoir été célèbre en son temps. Alors son œuvre majeure sont les Helléniques, composées de 30 livres, et donc il débute sa narration donc au retour des Héraclides, soit les 60 fils d'Héraclès qui conquirent le Péloponnèse, ce qui correspond pour les historiens aux migrations des Doriens. Alors, il acheva son récit en 341 par la description du siège de Périnthe par Philippe II de Macédoine. Et donc après sa mort, son fils Démophilos acheva son œuvre peut-être jusqu'en 333, donc du temps des conquêtes d'Alexandre. Alors Éphore était soucieux de confronter ses sources, comme le révèle un fragment de sa préface. Et malgré quelques critiques formulées par d'autres historiens, dont Timée, dont nous parlerons également, son œuvre fut l'objet d'éloges, dont celle particulièrement de Polybe. Alors, les quelques fragments qui en subsistent montrent que dans ses premiers livres, il sut présenter les peuples les plus divers, ainsi que leur mode de vie, donc ce qu'on appellera les peuples barbares. Alors, il s'attacha à recueillir les écrits des logographes. Donc, ce qu'on appelle un logographe, c'est en fait un chroniqueur, avant l'invention de la discipline historique par Hérodote au 5e siècle. Et donc, il laisse de côté les écrits des mythographes afin de dépasser la légende pour produire un récit relativement fiable. Alors, de nombreux auteurs antiques citèrent, voire recopièrent son œuvre. C'est notamment le cas de Diodore de Sicile qui l'utilisa dans la bibliothèque historique comme source pour décrire la période de l'expansion macédonienne sous le règne de Philippe II. Enfin, un débat agite les chercheurs contemporains, car certains estiment que les fragments des Helléniques
d'Oxyrhynque, donc retrouvés en Égypte en 1906, pourraient être des vestiges de l'œuvre d'Éphore, même si d'autres chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir des écrits de Théopompe, voire de Cratype ou de Déimaque, donc des historiens un peu plus mineurs. Donc voilà pour Éphore. Alors voyons en deuxième partie Théopompe, donc qui naquit vers 378 sur l'île de Chios, alors sous domination athénienne. Donc il fut un homme politique et un orateur renommé en son temps, et il est surtout connu pour ses deux œuvres historiques, donc les helléniques, donc qui est un terme courant pour des ouvrages historiques, ainsi que les philippiques, pareil, un terme aussi qu'on retrouve dans d'autres œuvres. Donc il vécut sa jeunesse en exil, car son père était accusé d'être un partisan de Sparte, ce qu'on appelle le laconisme. Donc il passa quelque temps à Athènes, où il devint l'élève du célèbre Isocrate et fréquenta Démosthène. Donc il acquit là la réputation d'être un habile orateur. Ainsi, vers 352, il remporta un prix d'éloquence décerné par la reine Artémise de Carie en l'honneur de son défunt frère époux Mosol. À voir tout de même que lors de ce concours, Isocrate figurait lui-même parmi les concurrents. Et donc, sous les conseils de Isocrate, Théopompe entama une carrière d'historien pour laquelle il semblait particulièrement qualifié en raison de sa grande connaissance de la nature humaine et des lieux géographiques. Alors, grâce à une décision d'Alexandre, il fut autorisé à retourner à Chios vers 333, donc ce qui correspond au décret de retour des bannis. Et donc il devint l'un des chefs du parti aristocratique de sa cité natale. Et après la mort d'Alexandre, il fut de nouveau expulsé pour trouver refuge auprès de Ptolémée en Égypte. Sauf qu'en raison de troubles à l'ordre public, il fut expulsé d'Alexandrie. Et la date de sa mort se situe autour de 320. Alors Théopompe fut apprécié pour ses qualités d'orateur, sachant qu'il rédigea de nombreux discours, essentiellement donc des panégyriques, c'est-à-dire des éloges publics. Mais son œuvre fut essentiellement historique. Il composa donc deux œuvres majeures, donc les helléniques et les philippiques, reconnues pour leur qualité. Alors selon Diodore de Sicile, qui le cite, les helléniques couvraient la période de 411 à 391 à travers 11 ou 12 livres. Et donc ces livres retracent l'histoire de la Grèce au moment donc de la fin de la guerre du Péloponnèse, reprenant donc à son compte l'œuvre de Thucydide. Sachant que les helléniques se terminent avec la bataille de Cnide, qui oppose en 394 une flotte perse aidée par les Athéniens à une flotte spartiate. Alors, il s'attela ensuite à son œuvre majeure, donc les Philippiques, consacrée à Philippe II de Macédoine. Et donc il donna naissance à un nouveau genre historiographique en rédigeant une histoire générale, non pas centrée sur les rivalités entre cités grecques, comme précédemment, mais sur la politique du souverain macédonien. Et donc selon Diodore, les Philippiques étaient composés tout de même de 58 livres et décrivaient en détail la vie et le règne de Philippe II. Et donc le récit débute en 359, donc à l'avènement de Philippe, et Théopompe ne se contenta pas d'exposer le règne de Philippe, car il traita également des événements et des personnalités de l'époque. Alors son œuvre historique fut très influencée par la technique rhétorique, qui surchargeait le récit, notamment par l'usage de nombreuses digressions morales et géographiques, et par l'emploi de discours reconstitués. Alors Théopompe aimait à dépeindre les bassesses et la médiocrité des affaires politiques. Et il fut par ailleurs le premier auteur grec à mentionner explicitement les Étrusques. Il relata également la prise de Rome par les Gaulois Sénon en 390. Alors, deux fragments de papyrus découverts en Égypte pourraient contenir des vestiges de ces helléniques. Ils sont mentionnés donc les efforts diplomatiques des Athéniens en 404 pour négocier un accord avec Sparte, ainsi que le déploiement de forces spartiates. Et on trouve donc des allusions à Théopompe chez Strabon, Denis d'Halicarnasse et chez Alugel. Alors voyons en troisième partie le cas de Hieronymus, qu'on peut aussi appeler Jérôme, et donc il naquit vers 354 à Cardia, donc une colonie ionienne située en Chersonèse de Thrace, donc une région entre la mer Égée et le détroit des Dardanelles. Et donc il fut le compatriote et le collaborateur d'Eumène de Cardia, donc le fameux chancelier d'Alexandre,
qui fut l'un des diadoques, puis il suivit la destinée d'Antigone le Borgne. Donc Hieronymus fut l'auteur d'une histoire des successeurs d'Alexandre qui inspira notamment Diodore, Plutarque et Arrien. Alors il est fort probable qu'il fut secrétaire dans l'administration macédonienne, tout comme son compatriote Eumène, ce qui expliquerait sa grande connaissance des archives. Alors il fut peut-être présent à Babylone au moment de la mort d'Alexandre, étant donné la description admirative qu'on lui prête du majestueux cortège funéraire qu'on retrouve chez Diodore. Alors à la mort d'Alexandre, Hieronymus resta au service d'Eumène, qu'il aurait rejoint dans sa satrapie de Cappadoce. Et en 320, donc date de sa première mention par les sources antiques, précisément chez Plutarque, dans la biographie d'Eumène, Hieronymus mena une ambassade en Macédoine auprès d'Antipater afin de libérer Eumène du siège entrepris en Cappadoce par Antigone le Borgne, alors au service de la régence macédonienne, alors qu'Eumène, lui, soutenait la cause du vizir Perdiccas. Puis à la mort d'Antipater en 319, Hieronymus dirigea en vain les négociations avec Antigone. Et durant le conflit qui suivit donc entre Antigone et Eumène, il resta fidèle à son compatriote. Alors, Hieronymus fut blessé durant la bataille de Gabienne en 316, qui vit la défaite et la mort d'Eumène, et il tomba aux mains d'Antigone, qui lui pardonna son ancienne allégeance et lui offrit l'exploitation de l'asphalte de la mer Morte, mais sa mission fut de courte durée à cause de la menace des tribus arabes. Ensuite, il passa au service de Démétrios Poliorcète, donc le fils d'Antigone, et participa probablement aux batailles de Gaza et de Salamine de Chypre en tant que membre de l'état-major antigonide. Il aurait également assisté à la bataille d'Ipsos, si on interprète le récit qu'en offre Plutarque, comme la preuve que Hieronymus en fut le témoin oculaire. Alors en 293, Démétrios, qui venait de prendre Thèbes, le désigna comme gouverneur de Béotie. Alors après que Démétrios abandonna le royaume de Macédoine en 286, Hieronymus resta comme conseiller auprès de son fils Antigone Gonatas. Et il participa probablement, malgré son grand âge, à la campagne contre Pyrrhos qui vit la réinstallation des Antigonides sur le trône de Macédoine. Alors, il semble qu'il passa les 20 dernières années de sa vie à rédiger une histoire des diadoques. Et il mourut à la cour d'Antigone Gonatas à l'âge canonique de 104 ans. Et donc, comme on l'a vu, à la fin de sa vie, il rédigea une histoire des successeurs d'Alexandre qui célébrait particulièrement la mémoire des Antigonides. Donc son récit couvrait une période allant de la mort d'Alexandre à celle de Pyrrhos, soit 323 à 272. Alors au sujet des diadoques et des épigones, donc leurs successeurs, Hieronymus est la source principale de la plupart des historiens antiques, soit Diodore au livre 18 à 20, Plutarque dans les vies d'Eumène et de Démétrios, ainsi que celle de Pyrrhos, ainsi que Troc-Pompée dans les histoires philippiques, donc résumées ensuite par Justin. Il est aussi la source directe d'Arrien dans l'histoire de la succession d'Alexandre, qui est malheureusement réduite à l'état de fragment et qui était résumée bien plus tard par un dénommé Photios. Alors, Hieronymus semble avoir écrit son ouvrage en réaction au Macédonique de Douris, dont on parlera tout de suite après, publié quelques années auparavant, et Hieronymus se considérant en effet comme un témoin plus digne de foi, puisqu'il côtoya en personne les diadoques, au contraire de Douris, dont le propos faisait davantage dans le genre tragique. Alors pour autant, son hostilité envers Pyrrhos et surtout envers Lysimaque, coupable à ses yeux de la destruction de sa cité natale de Cardia, apparaît manifeste dans ses écrits. Alors il aurait intégré dans son ouvrage de nombreux documents officiels, augmentés de commentaires très détaillés, comme on peut le voir à travers le résumé fait par Diodore. Quant aux biographies de Plutarque, elles nous permettent de penser que le récit de Hieronymus faisait également place à de longs développements sur la tactique militaire, comme en témoigne la description précise de la bataille d'Ipsos dans la vie de Démétrios. Alors, Hieronymus partageait également des développements épiques, notamment pour décrire l'action de son compatriote Eumène, qui reçoit un portrait flatteur à travers la biographie de Plutarque. Alors tous ces indices nous font penser que l'ouvrage de Hieronymus était de grande valeur, malgré la réticence de quelques puristes de l'époque d'Auguste, qui jugent son style de médiocre qualité. Et donc il semble en fait plus proche de Thucydide
justement par ce dédain du style. Enfin, Denis d'Halicarnasse considère que Hieronymus est l'un des premiers auteurs grecs à avoir rédigé un exposé sur l'histoire de Rome. Donc voilà pour Hieronymus de Cardia. Voyons donc en quatrième partie le cas de Douris. Donc il naquit vers 335, probablement en Sicile, du fait de l'expulsion des habitants de Samos par les Athéniens. Et donc il était le fils du tyran de Samos, donc qui désigne l'île, mais aussi la cité. Et donc par son arrière-grand-mère paternelle, il serait peut-être un descendant d'Alcibiade. Il fut l'élève de Théophraste, un philosophe péripatéticien, et fut aussi ensuite tyran de Samos, et donc, on l'a bien compris, historien. Sachant que son œuvre principale est une histoire de la Macédoine, appelée les Macédoniques, dont s'inspira notamment Plutarque dans plusieurs de ses biographies. Alors, il est cité par de nombreux auteurs antiques, mais il existe peu de précisions sur sa vie. Alors, il séjourna très probablement à Athènes pour parfaire son éducation, peu de temps avant 300, et c'est là où il devint le disciple de Théophraste, donc scolarque de l'école péripatéticienne et successeur d'Aristote à la tête du lycée. Et il remporta une épreuve pour enfants de pugilat aux Jeux Olympiques, ce qui lui valut tout de même une statue à Olympie. Et vers 294, il put revenir à Samos pour en devenir le tyran. Et il dirigea l'île environ une décennie avec l'appui de Lysimaque, le roi de Thrace. Alors son règne cessa probablement vers 281, sachant qu'à cette date, la cité tomba aux mains de Ptolémée II. Alors on sait que Douris vécut au-delà de cette date. Alors il fut l'auteur de plusieurs ouvrages d'histoire, dont il ne reste que quelques fragments. Donc il fut l'auteur d'une histoire de la Grèce, d'une histoire d'Agathocle, donc de Syracuse, et d'une histoire de Samos, et peut-être d'un traité sur la tragédie athénienne. Alors son œuvre principale, donc c'est les Macédoniques, elle aussi disparue, et selon le célèbre philologue allemand Félix Jacobi, il reste de nos jours 96 fragments des œuvres de Douris, dont 36 proviennent des Macédoniques. Donc on a un peu plus de fragments que les autres historiens mentionnés dans cette vidéo. Alors, les Macédoniques sont composés de 23 livres et couvrent une période allant de la mort d'Amitas III, donc le grand-père d'Alexandre, à la bataille de Couroupédion, au cours de laquelle fut tué son protecteur Lysimaque. Alors cet ouvrage servit de source à d'autres auteurs plus tardifs, comme Plutarque et Troc-Pompée. Alors d'après les fragments, Douris montre un idéal tragique, contrairement au pragmatisme d'un Thucydide. Il attachait en effet beaucoup d'importance aux détails et aux anecdotes qui peuvent révéler le tempérament des grands hommes, ce qui s'avère assez proche de la pensée péripatéticienne. Alors cet esprit littéraire et dramatisant fait que Douris peut parfois être remis en cause. Ainsi, Plutarque remettait en doute la véracité de ses propos, tandis que Hieronymus semblait avoir écrit donc l'histoire des successeurs d'Alexandre en réaction à Douris. Alors, selon certains historiens modernes, Douris ne témoignait pas d'une grande considération envers les Macédoniens. Il aurait ainsi opposé par patriotisme grec les vertueux Démosthène, Phocion et Eumène au diadoque, jugés excessifs et immoraux. Et selon lui, Polypercone, donc le régent de Macédoine, serait un alcoolique, Démétrios laisserait aller à la luxure. Alors, à voir quand même que ces remarques ne remettaient pas en cause le prestige politique de ces personnages. À voir que dans la vie de Démétrios de Plutarque, inspiré en droite ligne de Douris, il le cite dès la préface, ne montre pas d'hostilité de principe envers les Antigonides. Et on imagine bien, Douris a également ménagé son protecteur Lysimaque. Alors à voir que Pausanias le Périégète s'inspira plus tard de Douris pour réfuter les accusations d'impiété formulées par Hieronymus de Cardia contre Lysimaque et atténuer la responsabilité du roi dans le meurtre de son fils. Par ailleurs, Douris ne témoignait pas d'hostilité envers Cassandre, protecteur des péripatéticiens, et donc Théophraste avait rédigé un traité très laudateur. Et donc en tant que moraliste, Douris condamnait le luxe excessif, la décadence et l'usage de la boisson, des vices qui causaient, selon lui, le déclin politique et militaire.
Alors voyons en cinquième partie le cas de Clitarque. Donc il naquit vers 340, même si sa date de naissance reste sujette à caution, sachant que son épithète d'Alexandrie ne signifie pas qu'il soit né en Égypte, car il rejoignit la cour de Ptolémée que tardivement, vers 308. Alors d'après un papyrus, un dénommé Clitarque aurait été le précepteur de Ptolémée IV, mais qui naquit bien plus tard, vers 244, donc il s'agirait d'un homonyme. Alors Clitarque fut l'auteur d'une histoire d'Alexandre, dont il ne reste que quelques fragments. Il a été le fils de l'historien Dinon de Colophon, donc qui était l'auteur d'une célèbre histoire de la Perse, et qui fut aussi élève d'Aristote. Alors Clitarque fut lui l'élève d'Aristote de Cyrène, donc un homonyme du célèbre philosophe. Et donc cet Aristote de Cyrène fut le fondateur d'une école philosophique qu'on appelle l'école de Cyrénaïque, qui enseignait également à Athènes. Alors Clitarque devint ensuite à Mégare l'élève de Stilpon, un philosophe rompu à l'art oratoire. Et d'après une interprétation d'un passage de Diodore au sujet des mesures des murs de Babylone, il est possible que Clitarque participa à l'expédition d'Alexandre. Mais la source étant ici fragmentaire, certains chercheurs ne considèrent pas ce fait comme certain et avancent la possibilité d'une confusion avec Texéas, donc qui est un médecin et un historien grec présent à la cour perse. Alors quoi qu'il en soit, Clitarque entama un long séjour en Grèce, donc peu après la mort d'Alexandre, et commença à recueillir le témoignage des soldats, officiers, ambassadeurs, marchands et voyageurs qui accompagnèrent la conquête macédonienne. Alors il puisa également sa source dans le récit de Callisthène, donc le neveu d'Aristote et biographe officiel de la cour d'Alexandre. Et vers 320, il commença à publier les premiers livres de son histoire d'Alexandre, si on suit l'avis de Pline l'Ancien, qui situe le début de sa publication entre les Philippiques de Théopompe, achevé sous le règne d'Alexandre, et l'histoire des plantes de Théophraste, paru sur plusieurs années à partir de 314. Alors Clitarque aurait pu rejoindre Ptolémée en 308, alors que celui-ci, de passage en Grèce, tentait de reconstituer à son profit la Ligue de Corinthe. Le futur roi d'Égypte, qui se posait en héritier d'Alexandre, entendait en effet attirer à sa cour des artistes et des historiens prompts à magnifier le souvenir du conquérant. Et donc Clitarque serait demeuré à Alexandrie jusqu'à sa mort vers 290. Et c'est là qu'il devint, donc dans la cité nouvellement bâtie, le témoin de la vénération envers le héros fondateur, ce qui lui donna une vision fort élogieuse qui transpire dans son récit. Alors, l'histoire d'Alexandre serait composée de 14 ou 15 livres, sachant que le dernier livre serait paru vers 295. Alors, cette datation se fonde sur la date de rédaction des mémoires d'Aristobule, que Clitarque utilisa comme source pour ses derniers tomes. Alors, l'ouvrage de Clitarque s'apparentait à une biographie panégyrique plutôt qu'à un récit historique objectif, et il est donc à l'origine d'une tradition qui mêle l'histoire et la fable, que les historiens ont appelée plus tard la Vulgate d'Alexandre. Et donc cette tradition émane à des degrés divers de Diodore, de Troc-Pompée et de Quincurse, qui utilisèrent abondamment le texte de Clitarque comme source. Et donc cette tradition de la Vulgate s'oppose aux récits réputés plus fiables d'Arien et de Plutarque, qui puisent leurs sources notamment chez Ptolémée et Aristobule. Alors, aucun des fragments de Clitarque n'est littéral, il s'agit de gloses, d'allusions, de scolies et de descriptions d'animaux exotiques utilisés par des auteurs bien plus tardifs, comme Élien ou Pline l'Ancien. Alors, l'œuvre historique de Clitarque fut souvent dévaluée par les auteurs antiques par rapport aux mémoires de Ptolémée et d'Aristobule, le contemporain de la conquête. Pourtant, Clitarque aurait consulté des récits de première main, notamment ceux de Néarque, d'Onésicrite et d'Aristobule. Alors, il est vrai que son œuvre compilait avec une certaine crédulité des témoignages de la conquête, sans qu'une approche critique ne puisse être envisageable dans le contexte d'une Alexandrie vouée alors au culte du conquérant. Alors, Clitarque s'est contenté de retranscrire une tradition populaire qui présentait l'image forcément favorable que ses contemporains avaient d'Alexandre. À voir aussi que le récit de Plutarque abondait d'une tradition orale et populaire qui manquait à Arien, qui est un récit beaucoup plus militaire. Enfin, Clitarque appuyait son propos sur des documents officiels et des traités techniques. Et il nommait pas les souffrances endurées par l'armée macédonienne dont il empruntait le thème au récit de Néarque. Et donc tout ça pour dire que l'œuvre de Clitarque mériterait
une certaine réhabilitation. Quant à son œuvre rhétorique, elle était recommandée par Cicéron et par Quintilien. Et il est d'ailleurs cité par Diogène Laërce en compagnie d'historiens grecs comme Hérodote, Théopompe ou Éphore, ce qui démontre que malgré ses imprécisions historiques, il reste un auteur loué par la culture latine. Finalement, si l'écrivain était talentueux, l'historien n'était pas complètement fiable. Donc en dernière partie, voyons le cas de Timée. Donc il naquit vers 350 à Tauroménion en Sicile, mais il passa la majeure partie de sa vie à Athènes. Et donc il fut un historien renommé de son temps, sachant que son œuvre principale est une histoire de Sicile et de Grande Grèce. Et donc il était le fils d'un dénommé Andromaque, tyran de Tauroménion, qui était un partisan donc, de Timoléon, le général corinthien qui participa au renouveau de la Sicile et chassa plusieurs tyrans, dont celui de Syracuse. Et donc pour toutes ces raisons, Timée fut exilé à Athènes par le tyran Agathocle de Syracuse. Et donc Timée passa la majeure partie de sa vie à Athènes. Et c'est là qu'il devint lui aussi l'élève du rhéteur Isocrate. Et donc à la fin de sa vie, sous le règne du tyran de Syracuse Hieron II, il put retourner en Sicile, donc vers 280. Et donc il put vivre en direct le conflit entre Pyrrhos et les Carthaginois pour le contrôle de l'île. Et donc il meurt à l'âge de 96 ans, vers 260. Donc il fut l'auteur d'une histoire de Pyrrhus, ou Pyrrhos, et d'une histoire monumentale consacrée à la Sicile et à la Grande Grèce, qui était composée de 38 livres. Et dans cette dernière, il traitait d'une période allant du début de la colonisation grecque à la guerre punique, donc la première. Alors classée par Olympiade, elle contenait une vie d'Agathocle et de Pyrrhos. Alors c'est une œuvre d'érudit, elle contenait également des descriptions ethnographiques et géographiques, et Timée était tenu en grande estime par les savants alexandrins. Alors son œuvre ne survécut que par les citations qu'en firent les auteurs postérieurs, notamment Polybe, sauf que lui s'en prenait à lui dans ses histoires, et d'ailleurs il lui consacre un livre entier, le livre 12, pour critiquer sa méthode, pour au contraire mettre en avant sa propre méthode de l'investigation historique. Polybe lui reprochait en effet l'aigreur de ses critiques et son goût pour le merveilleux. Ainsi, Polybe écrit « Lorsque Timée reprend les autres, il fait preuve de beaucoup d'astuce et d'effronterie, mais dans ce qu'il nous raconte lui-même, on trouve à foison rêves, prodiges, fables incroyables, bref, tous les signes d'une superstition grossière et de ce goût pour les contes de fées qui est propre aux femmes. » Voilà ce qu'en disait Polybe. Alors Timée appréciait le genre biographique et consacrait beaucoup de temps à étudier le caractère de ses personnages. Et donc pour cette raison, il fut très populaire dans l'Antiquité, jusqu'à qu'il fût détrôné par Plutarque. Donc Timée fut repris par Diodore, Troc-Pompée, Plutarque et Diogène Laërce. Cicéron appréciait quant à lui son style. Alors Timée est aussi l'auteur d'une liste des vainqueurs olympiques, aujourd'hui réduite à l'état de fragments, et cette liste synchronisait en fait 4 listes chronographiques, on l'appelait aussi la chronique Praxidica. Et donc ces 4 listes, c'était donc la liste des vainqueurs aux Jeux Olympiques, les archontes éponymes d'Athènes, les éphores et rois de Sparte, et les prêtresses éponymes d'Héra à Argos. Et donc ces 4 listes étaient probablement organisées sous la forme de tableaux en parallèle, et l'ensemble devait servir de cadre chronologique préparatoire pour son histoire de la Sicile et de la Grande Grèce. Alors la liste de Timée commençait avec les premiers Jeux en 776 pour se terminer à son époque, probablement au moment où il entama la rédaction de ses histoires. Il devint ainsi le premier historien antique à utiliser la numérotation des Olympiades comme système de datation. Alors nous voilà arrivés au terme de ce voyage qui avait pour but de découvrir des figures de l'historiographie grecque peu connues ou perdues. Et donc tous ces historiens participent à notre compréhension du monde antique à travers leurs compilateurs ou leurs commentateurs tardifs. Leur travail nous rappelle en tout cas l'importance de ne pas se limiter aux grandes figures de l'historiographie comme Hérodote, Thucydide, Polybe, Arien ou Plutarque. Et donc tous ces historiens perdus nous offrent des perspectives nouvelles, des détails inédits et une meilleure compréhension de la complexité du monde grec. Avec leur style, leurs biais moraux ou leurs perspectives uniques, ils nous montrent que l'histoire n'est jamais une vérité absolue, mais plutôt une construction multiple.
Enfin, on peut remarquer que certains de ces historiens sont aussi des acteurs politiques en tant que tyrans ou en tant que collaborateurs de grands souverains. Donc on peut aussi considérer qu'ils ont vécu les événements avant de les décrire par eux-mêmes. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements, et je vous dis à bientôt.